Bienvenue dans Futur, votre rendez-vous avec l'innovation. Et si les plantes sauvaient notre planète? La nature est décidément pleine de ressources. Les chercheurs viennent de découvrir que certaines plantes avaient le pouvoir de dépolluer les sols contaminés par les métaux lourds ou les hydrocarbures. Ces deux plantes, par leur système racinaire, extraient zinc, plomb, cadmium, les transportent dans les tiges et viennent les stocker dans les feuilles à des concentrations très élevées. Un espoir fou, car figurez-vous qu'il est en plus possible de recycler les métaux emmagasinés par ces plantes. Et dans la série La nature fait des miracles, voyons tout de suite comment les roboticiens s'en inspirent pour créer ces robots encore et toujours plus surprenants. Et souvenez-vous, Futur est un programme interactif. À tout moment, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et accéder à des contenus complémentaires avec votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette sur arte.tv/futurmag. Voler en escadrille, transporter des objets délicats, se déplacer élégamment dans des zones dangereuses ou difficiles d'accès. Pour répondre à ces besoins, la nature a trouvé des solutions très ingénieuses. Aujourd'hui, chercheurs et industriels tentent de s'en inspirer pour concevoir à leur tour des robots imitant les animaux. Et si nombre de ces projets n'ont pas encore trouvé d'application commerciale, qu'on ne s'y trompe pas. Certains peuvent déjà aider, remplacer, voire voler au secours des hommes. Vous allez découvrir les innovations les plus prometteuses de ce que l'on appelle la biorobotique. Notre exploration des robots animaux commence en Allemagne. Nous sommes à Esslingen, près de Stuttgart. Ici, plusieurs dizaines d'ingénieurs et de designers s'inspirent de cette bonne dame nature pour développer de nouveaux robots. L'entreprise Festo est l'un des leaders européens du secteur. À la tête de l'activité bionique, le docteur Heinrich Fronzek. Pour concevoir ces robots inspirés du règne animal, le docteur Fronzek s'est entouré de biologistes comme Nina Geissert. Je suis biologiste et plus j'en apprends sur la nature, plus je me rends compte à quel point elle est complexe et surprenante. Elle est capable de réaliser beaucoup de choses très bien, alors que l'homme en est encore incapable. Il m'a donc semblé judicieux d'apprendre d'elle et d'appliquer ses principes à la technique. De cette observation, Nina Geissert et les équipes d'ingénieurs de Festo ont mis au point un drôle de robot, une trompe d'éléphant bionique. L'idée était de concevoir un bras flexible pour des applications industrielles. Alors Nina est allée chercher son modèle dans l'un des appendices les plus complexes que la nature ait inventés. Voici un petit éléphant. Sa trompe ne renferme aucun os. Elle est uniquement constituée de muscles. Près de 40 000 selon les scientifiques, même si je doute que quelqu'un les ait véritablement comptés. Avec sa trompe, il peut réaliser des actions très variées, car elle peut se mouvoir de diverses manières. La trompe de l'éléphant est tout à la fois en puissance et en délicatesse. Elle lui permet de faire à peu près tout. Saisir des objets, se nourrir, boire. Elle est vraiment multifonction. Et c'est encore une fois cette dualité entre puissance et délicatesse qui nous a fascinés et nous a conduits à l'étudier. Seule la main de l'homme présente des caractéristiques similaires. Mais son fonctionnement complexe, avec tous ses doigts articulés, était trop difficile à reproduire pour un robot industriel. Alors, la trompe d'éléphant, capable de transporter délicatement n'importe quel objet, est apparue comme le modèle idéal. Ce robot, déjà utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour ramasser des fruits, des légumes ou même des fleurs, est si efficace qu'une version mobile a même été créée. Tout comme son aîné, ce petit robot est extrêmement souple et donc sans danger pour l'être humain. Il a été pensé notamment pour aider des personnes âgées ou dépendantes. Il fonctionne alors comme un troisième bras. Je vais vous montrer comment fonctionne la trompe.
Elle peut bouger librement, dans toutes les directions. Dans un espace de travail rempli d'humains, elle est sans danger et elle ne pèse pas plus de 2 kilos. On peut la repousser et elle revient directement à sa place. C'est une aide précieuse pour les ouvriers. Le défi pour les équipes du docteur Franzek était de combiner à la fois souplesse et rigidité. Du coup, ils ont eu l'idée d'utiliser l'air comprimé. Envoyé à l'intérieur de 3 actionneurs, il produit des mouvements plus précis que des moteurs traditionnels. Et à l'extrémité de cette trompe, dure et souple, se trouve une pince, elle aussi inspirée par la nature. Plus précisément, elle est inspirée par la queue des poissons. Subtil, non? Alors, voici un élément un peu étrange, mais qui offre de nombreux atouts. En fait, nous nous sommes inspirés de la nageoire des poissons. Grâce à elle, ces derniers sont capables de nager très rapidement. Dans le cas présent, nous l'avons adaptée afin qu'elle permette d'attraper des objets en lui conférant une certaine flexibilité. Elle fonctionne simplement sur le principe de la main humaine. Je peux saisir des objets. Eh bien, ce bras bionique est capable d'en faire autant. Nous avons reproduit cette faculté en robotique. Le bras attrape donc cette pomme. Il peut le faire, quelle qu'en soit sa forme. Et il s'en saisit de manière à ne pas l'abîmer, évidemment. Précise et flexible, cette trompe bionique sera peut-être un de nos futurs compagnons. Mais avant de voir débarquer des pachydermes robotisés à la maison, les scientifiques cherchent carrément à remplacer l'homme pour accomplir des missions qu'il ne peut ou ne veut pas faire. Nous voici maintenant au bord du lac Léman, en Suisse. Voilà un laboratoire bien original. C'est ici que Hauke Ispert, professeur à la prestigieuse École polytechnique de Lausanne, et passionné par la nature, conduit une partie de ses recherches. Même nous, quand on marche, on n'y pense pas, mais on est en train de résoudre un problème de contrôle très très complexe. On coordonne beaucoup de muscles, on garde l'équilibre sans arrêt. Et en faisant de la robotique, on se rend compte en fait que la biologie est incroyable, le monde animal est incroyable en fait. Il résout des problèmes qu'on sous-estime complètement. Le professeur Ispert s'est pris de passion pour un animal peu ragoûtant, la lamproie, une espèce d'anguille. En l'observant nager, tout en ondulation, il a décidé de la copier pour la robotiser. Ainsi est né l'Amphibote. Ce robot est certes encore au stade de prototype, mais équipé de capteurs, cette anguille robotisée pourrait permettre d'explorer des fonds marins opaques et dangereux. Il pourrait s'aventurer dans des épaves enfouies dans les abysses ou explorer des fuites d'égouts ou encore des cuves industrielles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il soit très portable. Ça peut être intéressant d'avoir ce robot dans un sac à dos, ou même plusieurs robots. On arrive sur le site, on les lance, on a une communication sans fil avec le robot, donc on arrive à voir ce que le robot perçoit. Donc imaginez que dans ce lac, on a une source de pollution, on ne sait pas où elle est. Ça peut être intéressant d'avoir un robot qui va nager, qui va essayer de cartographier le lac et trouver d'où vient cette pollution. Pour cela, l'équipe du professeur Ispert est en train de développer de nouveaux capteurs qui pourront être greffés sur un Amphibote nouvelle génération, encore plus autonome. L'aspect modulaire est intéressant, parce que suivant si on sait que c'est du mercure qu'on doit découvrir ou de l'arsenic ou d'autres types de poisons, on peut équiper le module qui correspond à ce polluant-là. Sans fil, mais commandé par l'homme qui lui donne vitesse et direction, le robot lamproie est encore très dépendant. Mais une fois doté de caméras et de capteurs d'obstacles, il deviendra complètement autonome.
Chaque élément a son propre moteur, sa propre batterie, son propre élément de contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que donc on a programmé pour qu'il ait vraiment des oscillateurs qui représentent la moelle épinière tout le long du corps. Exactement comme la moelle épinière est distribuée tout le long du corps de la lamproie, il y a des petits réseaux de neurones qui sont bien coordonnés pour générer ce qu'on appelle la nage anguilliforme. Mais le professeur Ispert ne s'arrête pas là. Son prochain objectif est de créer un robot capable d'accomplir les mêmes missions d'exploration, mais cette fois sur la terre ferme. Alors évidemment, sa source d'inspiration n'est plus l'anguille, mais la salamandre, dont la réplique robotisée fait ici ses tout premiers pas. C'est pas un robot d'une bête. Ah oui, c'est une bête. Pour moi, c'est une énorme satisfaction de les voir bouger parce qu'on les a pensés, on y a réfléchi sur papier, on en a discuté, on a fait des croquis. Puis de les voir bouger pour de vrai, c'est ce qui me passionne en fait. Donc c'est vrai que je m'y attache, c'est un peu comme mes filles. Moi j'ai 2 filles, donc je peux pas dire que je m'attache autant à mes robots que mes filles, mais c'est comme un animal domestique, un animal qu'on aime bien, qu'on lui veut du bien. Et c'est vrai que c'est un peu mes créations et je suis content quand je les vois bouger, être en bonne forme. Partout dans le monde, les scientifiques comme le professeur Ispert mettent au point des robots animaux bientôt au service de l'homme. Mais comment rendre ces machines encore plus efficaces? Là encore, en s'inspirant de la nature et en les faisant communiquer. Allô, allô? À l'école polytechnique de Lausanne, les équipes de Francesco Mondada ont une obsession, faire communiquer les robots entre eux. Ils ont décidé de s'inspirer de l'intelligence collective des insectes dits sociaux, comme les abeilles ou les fourmis, c'est-à-dire cette aptitude à faire ensemble des choses qu'un individu isolé ne pourrait pas faire tout seul. Chez les fourmis, chaque insecte communique avec ses congénères, soit par contact, soit grâce aux phéromones, ces molécules odorantes produites par ces glandes. Lorsque les fourmis ont besoin d'accomplir une tâche en groupe, aller capturer une proie par exemple, ces signaux chimiques porteurs de messages font le lien entre les membres de la colonie. Pour imiter cette intelligence de groupe, les chercheurs ont mis au point une série de petits robots capables de communiquer entre eux et dotés de nombreux outils. Ces robots ont des chenilles et des roues. Cette pince ici, qui en effet a une forme qui épouse cet anneau, ce qui permet de créer des chaînes de robots. Un des capteurs principaux, c'est cette caméra en forme de tube. Ça permet en effet de regarder d'autres robots à 360 degrés autour. Un robot comme ça, il exerce une force de traction de 3 newtons, c'est-à-dire l'équivalent de 300 grammes en poids. Et ça fait pas grand-chose. Par contre, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils peuvent développer des forces bien plus importantes. Ces petits robots suréquipés, très simples de fonctionnement, sont d'un intérêt individuel assez limité, un peu comme une fourmi isolée en fait. Mais quand ils mettent leurs capacités en commun, ils peuvent soulever des montagnes. Enfin, pas encore, mais quand même, ils arrivent à tirer tous ensemble une fillette qui fait 50 fois leur poids. En robotique aussi, l'union fait la force. Si un robot arrive à tirer une quantité de 1 et on en met 3 ensemble, ils ne vont pas tirer 3, mais ils vont peut-être tirer 6 parce qu'ils sont beaucoup plus stables. L'idée, c'est qu'ensemble, on fait quelque chose de nouveau qui est plus fort que la somme des ensembles. Alors comment ça marche? Chaque robot est d'abord programmé pour accomplir une tâche simple. Quand le top départ est donné par l'ordinateur, les 4 premiers robots s'élancent vaillamment et agissent de manière autonome. Les autres robots viennent ensuite s'attacher aux 4 premiers robots. Ils prennent alors la couleur de celui auquel ils s'attachent et suivent ses ordres. Et ainsi de suite jusqu'au dernier robot. Comme chez les fourmis, chacun ne communique qu'avec ses voisins immédiats pour accomplir sans aide extérieure cette œuvre magistrale et commune. Plus fort, plus intelligent, cet essaim de robot est aussi plus résistant car moins exposé aux aléas techniques. On pourrait imaginer d'avoir un gros robot qui déplace la fille. Le gros robot, si vous avez une partie qui tombe en panne, une roue qui ne tourne plus, etc., votre système ne va plus marcher. Avec une approche collective, vous pouvez perdre 1, 2 robots. D'ailleurs, dans l'expérience, des fois les gens ne font pas attention, mais on part avec 20 robots et on finit avec 18. On en a perdu 2.
dans le chemin, qui n'ont pas trouvé l'endroit où s'accrocher, mais ça n'a pas mis en péril le fonctionnement global. Ces essaims de robots font déjà rêver les chercheurs qui y voient de formidables outils pour sauver des vies. On peut imaginer dans d'autres cas de figure, par exemple, je ne sais pas, ça peut être l'exploration d'un terrain après une catastrophe, où on veut pouvoir se disperser sur le terrain et pouvoir collaborer entre différentes unités, que le système en essaim puisse être plus intéressant. Performance étonnante, autonomie croissante, les progrès techniques dans le domaine des robots inspirés par la nature sont impressionnants. Et après les animaux, la biorobotique se tourne maintenant vers un autre domaine de la nature, les plantes. Léonard de Vinci avait raison quand, il y a 6 siècles, il conseillait à ses élèves « Allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Sur arte.tv/futurmag, découvrez dans un dossier augmenté les robots les plus impressionnants, les plus drôles ou les plus surprenants et faites la connaissance d'Agnès Guillot, chercheure à l'Institut des systèmes intelligents de l'Université Pierre et Marie Curie, qui s'interroge sur nos relations avec les robots et les questions éthiques qu'elles posent. Mais tout de suite, restons dans la nature et voyons comment les plantes peuvent nous aider à sauver notre planète en dépolluant les sols. À cause des polluants, comme le plomb, les hydrocarbures ou d'autres produits toxiques liés à l'activité humaine, les sols deviennent parfois des friches inutilisables. Mais heureusement, les chercheurs en biotechnologie végétale ont fait une découverte extraordinaire qui permet de reconquérir ces terrains. Leur idée, guérir les sols par les plantes. Et ça marche! Mais voyons d'abord pourquoi il est si urgent d'agir. La contamination des sols est un problème global qui touche tous les continents. Avec son fort passé industriel, l'Europe compte environ 3,5 millions de sites potentiellement pollués. L'Allemagne et la France sont particulièrement concernés. Alors quelles sont les solutions? Nous voici dans le sud de la France, dans les Cévennes, où se trouve l'un des plus grands gisements miniers exploités pendant plus d'1 siècle. Après sa fermeture dans les années 90, le verdict est tombé. Le site est gravement pollué aux métaux lourds, plomb, cadmium et zinc. Claude Grison, chercheuse pour le CNRS, se bat depuis plusieurs années pour réhabiliter cette région qui lui est chère. Elle souhaite rendre aux habitants des Cévennes ce territoire devenu inaccessible et dangereux. Et pour y parvenir, elle applique une méthode végétale unique au monde. La chercheuse contrôle comment se comportent les plantes sur le site pollué. Avec son assistante, elle va maintenant mesurer le taux de pollution. Ça, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et après, là, c'est le moment crucial. La mine est fermée depuis plus de 20 ans, et pourtant, au contact de la terre, l'indicateur de présence de zinc vire au rouge. Alors, on est à plus de 100 mg par litre de zinc. On atteint la concentration la plus élevée prévue par le test, à savoir on est proche de 250 mg par litre de zinc. On est 500 fois supérieur aux normes tolérables. Et si on faisait le même test pour le plomb et le cadmium, on verrait qu'on est encore supérieur. On peut monter jusqu'à 800 fois au-dessus des normes européennes en termes de plomb, de quantité de plomb dans le sol. De telles concentrations sont toxiques, phytotoxiques, donc toxiques pour les plantes, pour la vie microbienne, mais également pour la santé humaine. L'industrie minière et métallurgique est une importante cause de pollution en France. Elle est responsable d'environ 40% des polluants présents dans les sols. Les habitants les plus proches du site de Saint-Laurent-le-Minier ont dû cesser de consommer les légumes de leur potager pour ne pas risquer des intoxications ou des maladies chroniques graves comme le saturnisme. Mais peu après le diagnostic du site, les scientifiques sont tombés par hasard sur de petites plantes prodigieuses, véritables rescapées de la catastrophe écologique. Et si elles pouvaient sauver les sols? Ces plantes ont été semées et réintroduites artificiellement sur de grandes parcelles de la mine. Aujourd'hui, Claude Grison est la spécialiste mondiale des plantes capables de vivre en présence de métaux lourds.
Mais leur intérêt ne s'arrête pas là. La particularité des deux plantes qu'on a sous nos yeux, qu'on est en train de développer, ici Antilis vulneraria et Nosea cerulescens, des plantes qui sont à la fois capables de tolérer des concentrations très élevées dans le sol, en éléments métalliques, mais également de les extraire. Donc ces deux plantes, par leur système racinaire, extraient zinc, plomb, cadmium, les transportent dans les tiges et viennent les stocker dans les feuilles à des concentrations très élevées. Tout au long de leur croissance, les plantes du site minier développent leur réseau de racines. Normalement, les métaux présents ici sont toxiques et empêchent toute végétation de se développer. Les plantes, qu'on appelle hyperaccumulatrices, sont des espèces qui ont su évoluer et s'adapter à la présence des métaux dans le sol. Elles acheminent les métaux jusque dans leurs feuilles, où elles les accumulent à des taux extrêmes. Ce mécanisme s'appelle la phytoextraction. Extraire les métaux avec des plantes pour dépolluer les sols, il fallait y penser. Mais Claude Grison veut aller encore plus loin. Elle veut en plus récupérer ces métaux pour les recycler et leur donner une seconde vie. Et oui, car ces minerais sont précieux et les quantités sont proches de l'épuisement sur la planète. Les plantes du sud de la France montrent donc d'étonnants pouvoirs d'accumulation. Mais elles ont leurs limites. Elles sont incapables d'aller chercher les polluants enfouis trop profondément dans le sol. Et c'est au Canada que des chercheurs ont trouvé la solution. Ici, pas de petites plantes pour dépolluer. Les scientifiques utilisent des arbres. Le problème de ces sols, c'est qu'ils contiennent non seulement des métaux, mais aussi des hydrocarbures. Pour le pétrole, pas question de recyclage. Ici, on demande aux plantes de carrément le détruire. À Montréal, de gigantesques friches industrielles côtoient les quartiers d'habitation. Sur le site de l'ancienne usine Pétromont, Michel Labrec, biologiste de l'Université de Montréal, mène une expérience de dépollution par les plantes. Sur cette zone, l'entreprise pétrochimique a fabriqué pendant des années des sacs en plastique et des pièces automobiles. Ici, les émanations d'hydrocarbures sont très fortes. Alors les scientifiques prévoient de quoi se protéger, même si, pour nous expliquer leur travail, exceptionnellement, ils ne portent pas leur masque. On est à peu près dans la pire zone du bassin. On est au milieu de ce bassin-là. Je ne sais pas si, Ahmed, tu pourrais donner un coup de pelle, qu'on puisse voir un peu, n'importe où, là. Ouais, c'est un... Alors, dans ces zones-là, c'est pas mal le plus concentré, là. C'est une boue, en fait, résiduelle de déchets de l'industrie. Et donc, c'est des sols très, très hautement contaminés. On est dans les plus fortes teneurs en résidus de toutes sortes ici. Et on voit et surtout, on sent. Et l'odeur ici est très, très forte, là. Et pour trouver un moyen de traiter cette zone sinistrée, l'équipe de Michel Labrec concentre son attention sur les étonnantes propriétés d'arbres que nous connaissons tous, les saules. Alors, il y a peu de plantes qui ont cette capacité de d'abord pouvoir s'établir dans des substrats comme ceux-là, aussi aisément. Et donc, on a vu des masses de racines importantes dans les sols, et c'est ce qu'on fait quand on déterre les plantes ici. Ce qui est important, là, pour nous, c'est ce qui se passe dans cet horizon-là, là, au niveau des racines. C'est là où l'activité microbienne est à son meilleur. Ici, on fait de la phytodégradation. Donc, on travaille avec des plantes pour favoriser un milieu actif au niveau des racines des plantes. Contrairement à la phytoextraction qui extrait les polluants du sol vers les feuilles, certaines substances comme le pétrole peuvent être directement détruites au sein des racines. C'est la phytodégradation. Le saule a la capacité de fonctionner comme une pompe qui rassemble les polluants dans son réseau racinaire. Et grâce au concours de bactéries présentes dans la terre, les substances polluantes vont être mangées et dégradées en substances moins toxiques, voire pas toxiques du tout. C'est un procédé relativement rapide. En quelques années, on peut, tout dépend évidemment de l'ampleur et de l'importance de la contamination, mais un milieu qui est assez contaminé, on peut le ramener à un niveau acceptable sur un horizon assez court de quelques années. Mais une fois les arbres coupés et récoltés, les chercheurs ont découvert qu'en même temps qu'ils dégradent le pétrole, les arbres absorbent aussi les métaux. Les saules extraient donc le cadmium laissé par l'usine.
Et tout comme les plantes du sud de la France, ils les accumulent à l'intérieur de leurs fibres. Or, contrairement au pétrole, les métaux ne peuvent pas être dégradés. Alors, dans les ballots, on a constaté qu'il y avait une concentration 8 fois plus grande de cadmium. Et donc là, maintenant, notre problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça. Une idée simple serait de faire du bois de chauffage, par exemple, avec ces arbres dépollueurs. Mais pour savoir si cela comporte un danger, retour en France. À l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, on teste ce qui se passe lorsqu'on brûle du bois pollué par des métaux ou des hydrocarbures. Alors, que risque-t-on ? Le risque quand on fait de la combustion de bois de phytoextraction, c'est de rejeter les métaux à l'atmosphère et donc derrière d'avoir des retombées sur les sols ou dans les eaux. Donc simplement retransférer ces métaux dans l'environnement, alors que tout l'objectif initial était effectivement de les capter et de savoir les gérer. Après de nombreux essais dans la chaudière test de l'INERIS, les résultats semblent rassurants. En fait, les résultats qu'on a jusqu'à présent montrent que les métaux se retrouvent principalement dans ce qu'on appelle les cendres volantes, donc ils se retrouvent dans les fumées. Cendres qu'on est capable d'arrêter avec des systèmes de filtration industriels très classiques. Donc à la fois on produit de l'énergie, on maîtrise les métaux et in fine on a un résidu qui est en beaucoup plus faible quantité et pour lequel on va essayer aussi de voir s'il y a d'autres valorisations possibles. Cette étape de validation du recyclage des plantes en énergie est cruciale pour l'avenir des phytotechnologies dépolluantes. Ces formidables méthodes naturelles font leurs preuves un peu partout dans le monde. Il faut maintenant généraliser leur application. Pour cela, la science doit aller encore plus loin. Retrouvons Claude Grison qui l'a bien compris. Elle a imaginé un moyen de réutiliser toutes les petites plantes gorgées de métaux toxiques. Direction les laboratoires de Montpellier, où son exploit scientifique va être converti en véritable révolution verte. Après récolte, les plantes sont séchées et broyées afin de pouvoir extraire les métaux emmagasinés dans leurs fibres. Les métaux ainsi récupérés sont très utiles en chimie. C'est ce qu'on appelle les catalyseurs. Grâce au système de phytoextraction, donc d'extraction des métaux du sol vers les feuilles, eh bien, nous avons transformé ces feuilles en catalyseurs. Un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique. Il participe à la réaction, mais il est éliminé du produit lorsqu'il a terminé son action. Les catalyseurs sont devenus totalement indispensables à la fabrication à grande échelle de tous nos produits de consommation courante. Dentifrice, parfum, gel douche ou détergent. Attention, ne pas confondre. Alors ce catalyseur peut être utilisé dans la transformation d'une molécule qui va intéresser le domaine des cosmétiques. Ainsi, par exemple, ici, eh bien, on a introduit une molécule naturelle qui a l'odeur de la citronnelle. Et grâce au catalyseur, eh bien, elle va être transformée dans quelques minutes en une molécule qui a l'odeur de la menthe. C'est une molécule qui est utilisée dans différents ingrédients de la vie quotidienne, par exemple les dentifrices qui ont l'odeur de la menthe. Mais un secteur encore plus important va lui aussi pouvoir profiter de la technologie des catalyseurs verts, la production de médicaments. Un exemple très intéressant, eh bien, c'est la production de 2 molécules qui sont actives contre le paludisme grâce à ces mêmes catalyseurs. Donc on a complètement changé le domaine. Là, les molécules peuvent être produites rapidement, facilement, à bas coût. Et dans la mesure où ces catalyseurs peuvent être produits sur un site gabonais, un site minier, eh bien nous avons comme ambition de développer toute la filière au Gabon. C'est-à-dire réhabiliter donc, un site minier à l'aide des plantes locales, de les transformer en catalyseurs et de les utiliser pour produire in situ sur le territoire du Gabon ces antipaludiques. Dépolluer, recycler, soigner, c'est le cycle vertueux offert par les plantes à l'humanité. À l'avenir, la science maîtrisera de mieux en mieux les mécanismes internes des végétaux et ils deviendront peut-être l'outil naturel le plus abouti pour guérir nos sols et utiliser raisonnablement les ressources qu'ils contiennent. Mais il n'y a pas que les plantes qui peuvent sauver le monde, les champignons aussi. Ils sont microscopiques mais ont un immense potentiel pour dépolluer les sols. Sur arte.tv/futurmag, retrouvez Michel Labrec, chercheur en biologie végétale, qui nous explique en détail pourquoi les champignons sont nos nouveaux amis. Tchuss les champis!